Good morning. Good morning, everyone. If you could take your seats, please. Nous pouvons commencer maintenant. Well, thank you very much, and welcome to the plenary session on the State of Knowledge on Climate Change. I'd like to say, first of all, that the speakers at the opening plenary that we had the pleasure of listening to really spoke very strongly and very well and informed about the state of climate knowledge around the world, and I was very pleased on their presentations. I said to the minister I will wish to quote them when I'm speaking in Canada later. Que j'espérais pouvoir I think we have a very interesting session now on the state of knowledge on climate change as presented by a series of climate experts. Unfortunately, Richard Nyunge from Tanzania, for health reasons, is not able to be with us, so we will have a slightly flexible time, Fred, not much, ne pourra nous rejoindre. Donc cela nous donnera le temps pour plus d'échanges. Donc, je représente le Conseil international de la science, partenaire international de cette conférence, et nous avons beaucoup apprécié le geste qui a été fait pour nous faire participer à cette réunion. Notre mission, c'est le renforcement des sciences pour le bien de la société, des sociétés dans le monde entier, avec une approche pluridisciplinaire. Aujourd'hui, la science qui nous intéresse, c'est celle du changement climatique. Le Conseil des sciences et les autres partenaires ici travaillent sur ces sujets depuis plusieurs décennies. En ce qui nous concerne, cela remonte à assez loin, 1970, l'année internationale de la géocivique, avec les premières observations internationales du CO2, de l'ozone, lancement des satellites, notamment Sputnik, pour l'observation de notre atmosphère. Ensuite, nous avons collaboré avec l'OMM et la COI de l'UNESCO dans le cadre d'initiatives internationales. Thomas Stocker, qui s'exprimera plus tard, est coprésident du groupe 1 du GIEC, dont le rôle est d'évaluer les recherches scientifiques. Mais ces recherches scientifiques sont surtout représentées par le programme mondial de recherche climatique, le programme Homme et Biosphère, et d'autres semblables organisés par les organisations internationales, l'OMM, le PNUE, l'UNESCO, l'UNU, le PNUE, je l'ai déjà dit, mais j'en oublie certainement, dit l'orateur. Donc le but, c'est de fédérer tout cela, d'où le nouveau programme international pour la pérennité des sciences. Le changement climatique, c'est un sujet énorme, mais il faut absolument le mettre en lien avec les objectifs de développement durable, avec la réduction des conséquences des catastrophes. Donc il s'agit de coopérer maintenant et de fédérer tous ces efforts. Ce sont des sujets qui vont bien sûr faire l'objet de nos recherches dans les années à venir, mais aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de l'état des connaissances en matière de changement climatique. Malheureusement, un des orateurs n'a pas pu nous rejoindre, mais ceux qui sont là nous parlera de l'état des connaissances, le GIEC, l'avenir des sciences, les impacts régionaux, mondiaux, les questions qui affectent l'Arctique, le rôle des émissions de GES et bien sûr les catastrophes liées au changement climatique dans le cadre de la table ronde et l'impact sur les petits pays insulaires, les zones côtières et ainsi de suite. Donc, des sujets et des orateurs vraiment très intéressants ce matin. Il y en a
Bien sûr, nous allons leur donner le maximum de temps pour s'exprimer. Je suis là, bien sûr, pour faire respecter le temps. Je vous présente d'abord Jean-François Susanna, qui m'a aidé pour toute cette organisation. C'est lui qui a fait le vrai travail. Moi, je suis là simplement pour parler. Il est membre du comité scientifique qui a organisé cette séance. Chris Field et d'autres organisateurs sont là, je crois, quelque part là, dans la salle, mais vous êtes nombreux. Donc voilà, j'espère que le programme retiendra toute votre attention. Voici comment cela va se passer. D'abord, nous allons entendre deux conférences. Les deux orateurs sont là. Ensuite, nous inviterons les trois autres orateurs invités à nous rejoindre avant d'ouvrir la table ronde. Je vous présente tout d'abord Thomas Stocker, Institut de physique de l'Université de Berne en Suisse. Et je suis ravie de savoir qu'il a fait son doctorat au Canada auprès d'un collègue. Il parlera de la synthèse du rapport d'évaluation numéro 5 du GIEC. Thomas, si vous voulez bien prendre la parole. Merci. Merci, Gordon. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, c'est un privilège pour moi que d'être ici pour faire la première présentation à l'occasion de cette conférence mémorable. Et j'aimerais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs, mes collègues français et l'ensemble du comité directeur scientifique, puisqu'ils ont su compiler un excellent programme qui permet de couvrir, je pense, l'ensemble de la science climatique et nous permettra d'aborder tous les éléments pertinents pour ce qui est de la préparation scientifique dans la perspective de la COP21. Il est bon de pouvoir entendre ici encore la voix des scientifiques à la suite du 5e rapport d'évaluation du GIEC qui vient d'être publié avec les différents rapports connexes. Et ce n'est pas moi simplement qui fais cette présentation. Je fais cette présentation au nom de tous les collègues qui ont travaillé si dur au cours des 6 dernières années pour procéder à cette évaluation tout à fait unique sous l'égide de ce GIEC organisé selon 5 groupes de travail. Mais c'est allé bien au-delà des auteurs sélectionnés, des principaux auteurs. Il y a eu des milliers d'auteurs qui ont contribué à ce travail en faisant part des connaissances que demandent les décideurs. Nous avons entendu des témoignages éloquents ce matin en ce qui concerne la nécessité d'avoir des données probantes scientifiques. Et c'est avec plaisir que je vais vous présenter les résultats les plus importants tels qu'ils ont été présentés dans le résumé donc, de ce rapport de synthèse. Alors, est-ce que j'ai bien le premier transparent à l'écran? Ce serait bien, voilà. Je vais donc maintenant vous parler de ce rapport de synthèse, mais auparavant, je souhaiterais qu'on se souvienne des éléments les plus importants qui résulte de ce 5e rapport d'évaluation. Il y a 3 rapports exhaustifs sur les sciences, l'impact, vulnérabilité, adaptation au changement climatique à l'échelle régionale, puis donc sur l'atténuation. Et 2 autres rapports ont également été présentés au panel, l'un sur les sources d'énergie renouvelables et l'atténuation du changement climatique, et un deuxième présenté conjointement par les groupes de travail 2 et 1 sur la gestion des risques d'événements extrêmes et de catastrophes. Mais comme vous le savez très bien, chers collègues scientifiques, au-delà de ces rapports, de ces documents écrits, il y a eu toute une série d'ateliers très importants, de réunions d'experts, et cela dans le cadre de la préparation de ces rapports d'évaluation
au sein des groupes de travail, parfois conjointement, parfois de façon très ciblée. Et ce sont ces efforts qui permettent effectivement de fédérer la communauté scientifique, non seulement pour préparer cette évaluation, mais également pour poursuivre ces activités dans le cadre de programmes de recherche qui sont mis en place grâce à ces réunions extrêmement fructueuses. Tous ces efforts ont culminé avec la préparation du rapport de synthèse lui-même. Expérience extraordinaire de mon point de vue. Cela a permis de réunir le dur labeur de 3 groupes de travail en un produit unique. Il s'agit d'un effort considérable, comme vous le voyez ici. Nous avons produit ces 3 rapports, plus de 7500 pages imprimées. Je ne vais pas rentrer dans les différentes sections, mais cela, en fait, a été résumé en 31 pages pour les décideurs. Et les décideurs ont bien entendu encore bien du mal à lire de bout en bout ces 31 pages relativement complexes avec un grand nombre de schémas, 14 au total. Et c'est pourquoi, pour la première fois, nous sommes efforcés de résumer également ce qui avait fait l'objet de cette évaluation au cours des 5 dernières années, avec quelques petites déclarations synthétiques, 21 au total, et cela représente simplement une page. Enfin, recto verso. Il faut bien l'admettre. Donc, nous nous retrouvons ici à un moment où aucun décideur ne peut dire qu'ils n'ont pas le temps d'absorber les messages du GIEC. Et plus personne n'a d'excuse pour ne pas comprendre quels sont ces messages. Je dois également remercier toutes les personnes, et je vois que vous êtes nombreux ici au sein de cette conférence scientifique, donc toutes les personnes qui ont apporté une contribution en tant qu'auteurs principaux, coordinateurs, auteurs principaux, membres du bureau ou à divers titres, et qui nous ont accompagnés depuis le début 2008. Ce processus a pris fin en novembre 2014 avec la publication du rapport de synthèse. Et j'ai déjà mentionné les auteurs qui ont apporté leur contribution et la liste figure dans les 3 rapports. Ils ont joué un rôle extrêmement important dans le cadre de cette évaluation, car il s'agit vraiment du socle de la communauté scientifique. C'est ce qui nous permet de présenter une évaluation solide, transparente, évaluation scientifique, et c'est là la tâche du GIEC. Voyons donc maintenant quelques-uns des résultats importants sur lesquels nous avons travaillé dans le cadre de cette évaluation. Tout d'abord, grâce aux millions de mesures d'observation à grande échelle, grâce à tous ces programmes, nous sommes désormais en possession d'informations très pertinentes sur les évolutions qu'a connues la planète au cours des 160 dernières années. En plus de l'augmentation des températures moyennes sur la base de différentes séries bêta, on voit aussi une augmentation du niveau de la mer, 0,8 degrés Celsius. Ça, c'est la moyenne mondiale depuis le début du XXe siècle, et 19 cm. C'est l'augmentation du niveau de la mer observée de par le monde. C'est là la moyenne mondiale. Et là, vous voyez une de ces déclarations synthétiques qui témoigne du fait que ces changements que nous mesurons grâce à nos systèmes doivent être remis dans leur contexte historique. Et compte tenu de ce contexte, nous pouvons affirmer que ce réchauffement que nous constatons est sans équivoque. Et depuis les années 50, ces variations que nous avons mesurées dans toutes les composantes du système climatique sont sans précédent, qu'il s'agisse de décennies ou de millénaires. Et il est très important à ce stade d'avoir une perspective historique aussi longue que possible pour bien comprendre les changements que nous enregistrons.
Ça, c'est la deuxième partie. Donc, vous voyez, ça fait l'objet d'énormes débats au moment d'approuver le rapport synthétique. Vous voyez l'augmentation des 3 principaux gaz à effet de serre depuis les années 50, CO2 30% plus élevé qu'au cours des périodes précédentes, plus 40% pour le méthane. Et vous voyez une augmentation similaire pour le troisième gaz à effet de serre. Par ailleurs, on voit ici les sources de ces variations, la consommation des combustibles possibles, les gaz torchés, et vous voyez donc les différents segments qui ont contribué à ce réchauffement. Et par ailleurs, la corrélation entre les deux séries temporelles n'est pas directe. Et on le montre en modifiant en fait la couleur, vous le voyez ici, mais en apportant également plus d'explications en ce qui concerne les relations complexes entre les émissions et les concentrations dans l'atmosphère. Relations complexes que la science a pu en fait clarifier, cela avec un degré élevé de certitude. Ces données probantes nous amènent à conclure que l'influence anthropique sur le système climatique est claire et que les émissions anthropogéniques récentes de gaz à effet de serre sont les plus élevées dans l'histoire de l'humanité. Qu'en est-il de l'avenir? Eh bien, là, les projections de changement climatique constituent un élément essentiel de l'évaluation qui devra être globale. Et ici, on voit les résultats des efforts sans précédent de la communauté scientifique avec le programme de recherche mondial sur le climat. On voit là la projection des températures mondiales moyennes pour le XXIe siècle, avec toute une série de modèles de systèmes terrestres dans le cadre d'un effort concerté qui nous permet d'avoir des chiffres tangibles sur la base des scénarios pour ce qui est de des deux scénarios qu'on appelle donc poursuivre comme à l'accoutumée, RED et atténuation, vous voyez, du changement climatique en bleu, et on voit les variations pour le XXIe siècle. Vous voyez cette mesure, il s'agit de la température moyenne mondiale pour avoir une augmentation de plus de 4 degrés d'ici à la fin du XXIe siècle. Si l'on poursuit comme à l'accoutumée, ou RCP 8.5, c'est ce scénario, alors qu'avec le scénario d'atténuation RCP 2.6, on reste à 1 degré par rapport à la fin du XXIe siècle, et cela a donc de bonnes probabilités de limiter le changement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle à moins de 2 degrés Celsius. Néanmoins, nous affirmons qu'un plus grand réchauffement accroîtra la probabilité d'impact irréversible et grave pour les personnes et les écosystèmes. Et j'ai choisi cette déclaration synthétique pour bien illustrer le lien étroit qui existe entre les projections résultant du groupe de travail 1 et les études et évaluations de l'impact pour les humains et les écosystèmes. Voyons ce qu'il en est des impacts qui ont une incidence sur une des ressources importantes pour les humains et les écosystèmes. Il s'agit des sols. Vous voyez ici l'augmentation du niveau de la mer, la variation depuis 1700. Et donc ce graphique illustre, à mon sens, et de façon tout à fait impressionnante, ce qu'on entend par impact irréversible généralisé. Si l'on examine l'augmentation du niveau de la mer depuis le XXe siècle, 19 cm de plus, et là, les humains s'y sont déjà adaptés, mais si l'on compare cela aux augmentations projetées de 63 cm au cours du XXIe siècle, si l'on poursuit comme à l'accoutumée, alors l'adaptation à 19 cm, c'est déjà un défi, mais c'est une autre paire de manches que de s'adapter à 63 cm de plus, ce qui indique bien qu'on va atteindre les limites de l'adaptation dans un grand nombre de régions pour un changement climatique aussi important, aussi grave.
Et puis, bien entendu, il y a aussi d'autres changements. Et là, il y a l'acidification des océans en particulier qu'on peut mentionner parce que dans le débat public, lorsqu'on parle de réchauffement climatique, lorsqu'on voit les messages dans les médias sur le réchauffement, eh bien, cet aspect du changement est souvent omis et pourtant son impact, eh bien, on ne l'étudie que maintenant et d'autres études seront extrêmement importantes, je pense, au cours de la prochaine évaluation. Vous voyez ici les projections de variation du pH en surface océanique stabilisé dans le cadre d'un scénario avec atténuation en bleu, mais une plus grande acidification du même ordre de grandeur ou même plus importante. C'est ce qu'on envisage dans le cadre du scénario qui se poursuivrait comme à l'accoutumée, ce qui illustre également encore un impact grave, généralisé et irrémédiable sur les personnes et les écosystèmes. Et d'ailleurs, pour bon nombre de ces impacts, on doit encore apprendre de quoi il s'agit et les quantifier. Par exemple, ici, la productivité alimentaire, le potentiel de prise maximum, un chiffre qui a été inclus dans le rapport de synthèse à l'intention des décideurs. En rouge, on voit la réduction de ce potentiel des prises de 50% par rapport à la situation actuelle. Et je dois dire là qu'il s'agit donc du scénario préalable sur lequel était fondée cette étude et l'impact de l'acidification des océans elle-même sur le potentiel de prise n'a pas encore été inclus. Mais je suis convaincue que les scientifiques vont y travailler afin de produire des résultats dans un avenir proche. Mais ce que l'on voit ici également à l'écran, c'est que ces changements ont un impact sur les régions de façon différente, notamment sur les régions tropicales. Vous voyez des réductions du potentiel de prise en jaune, orange et rouge. Cela indique clairement que des défis considérables nous attendent dans les régions qui sont particulièrement vulnérables à ces changements. Cette figure montre également que ces risques sont distribués de façon inégale, le plus important pour les communautés plus vulnérables, plus désavantagées à tous les niveaux de développement. Autre schéma, autre graphique qui vous montre de façon impressionnante le lien et la collaboration entre les trois groupes de travail dans le cadre de cette évaluation. Et je dois dire que je suis fière que nous ayons pu inclure ce graphique dans le rapport de synthèse pour les décideurs à l'aide de nos collègues scientifiques, c'est-à-dire une corrélation pratiquement linéaire entre les accumulations de carbone et le réchauffement au XXIe siècle, comme cela est indiqué dans les nombreux scénarios qui ont été réalisés. Et si l'on conjugue cela à l'évaluation de 5 catégories de risques, des systèmes menacés uniques jusqu'aux événements singuliers à grande échelle, cela nous permet d'aboutir à un message extrêmement pertinent en ce qui concerne le risque qui existe d'ores et déjà, compte tenu du changement climatique déjà mesuré. Je vous ai montré quelques exemples, mais ce qui est exacerbé si effectivement il y a une augmentation du réchauffement de 2 degrés Celsius. Vous voyez là le risque à 2 degrés Celsius. Donc, niveau moyen à élevé, et la pertinence politique de ces chiffres est mise en exergue si, par exemple, on déclare un objectif de politique de 2 degrés Celsius. Alors, compte tenu des incertitudes, bien entendu, qui sont quantifiées au cours de l'évaluation, on voit ainsi le total cumulé des émissions anthropogéniques de carbone qui vont de pair avec cet objectif de politique. Et enfin aussi un message, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui est des réductions qui sont nécessaires pour rester dans le budget cohérent par rapport à la cible retenue. Nous pouvons dire que afin d'avoir une probabilité d'atteindre la cible de 2 degrés, il faudra une réduction mondiale de toutes les émissions de combustibles fossiles
situé entre 40 et 70% d'ici au milieu du XXIe siècle. Et cela exige une transformation du secteur énergétique, comme cela est montré ici. Cela est le fruit de l'évaluation du troisième groupe de travail et cela figure dans le rapport de synthèse. Il y a donc deux possibilités ici. Cela pour 2030. On voit donc la part donc des énergies à faible carbone ou carbone zéro doit être augmentée pour rester sur cette trajectoire. Et s'il y a donc une augmentation des émissions aujourd'hui au cours des prochaines années et 240% d'ici à 2050 si l'on poursuit le scénario comme à l'accoutumée. Quel que soit néanmoins donc le scénario, d'ici à la fin du XXIe siècle, on aura un système énergétique qui aurait essentiellement des énergies à carbone zéro ou faible teneur donc en énergie, c'est-à-dire 95% de la fraction devrait correspondre à des énergies durables. Ainsi, des réductions importantes des émissions au cours des prochaines décennies pourraient réduire le risque climatique, comme je vous l'ai montré dans le schéma précédent, et cela pourrait également permettre des trajectoires résilientes pour un développement durable. Et voilà un mot-clé important. Cette phrase ici, qui figure dans le rapport de synthèse, est particulièrement importante et va bien au-delà des questions spécifiques qui ont trait au changement climatique. Le changement climatique constitue une menace pour le développement durable. Et par rapport aux 17 objectifs de développement durable qui ont déjà été évoqués par les intervenants précédents. Je dois dire que pour faire face au changement climatique et aux questions qui ont trait au changement climatique, eh bien, si c'est ainsi qu'on procède, on aura déjà bien avancé sur près de la moitié des 17 objectifs de développement durable. En revanche, si l'on ne s'attaque pas au changement climatique, eh bien, il sera pratiquement impossible d'atteindre bon nombre de ces cibles et de ces objectifs. Et je pense que c'est là un message très important qui doit ressortir de notre évaluation également. Et le germe est planté ici grâce à cette déclaration très concise. Le changement climatique constitue une menace pour le développement durable. Alors, je fais marche arrière. J'ai déjà atteint la conclusion de ma présentation. Et effectivement, j'attends avec impatience qu'on puisse voir s'afficher ce message dans quelques mois sur la Tour Eiffel. Et ainsi, on peut espérer que les décideurs, et qui vont décider en notre nom à tous, mais que nous informons grâce aux données scientifiques qui émanent directement de la communauté scientifique et qui résultent également d'évaluations comme celle qui a été réalisée par le GIEC, eh bien, nous pouvons espérer qu'ainsi cette COP aboutira à des résultats fructueux. Merci à tous. Merci beaucoup, Thomas. Quelle bonne introduction. J'ai beaucoup aimé la dernière diapo, celle de la Tour Eiffel, très symbolique. Le Conseil international des sciences est vraiment très heureux d'avoir son bureau principal à Paris, donc avec vue ou presque sur la Tour Eiffel. Et nous attendons donc le début de cette conférence à la fin décembre et que nous pourrons continuer à travailler à Paris. J'ai apprécié le lien que vous avez fait entre changement climatique, objectifs de réduction des catastrophes climatiques et objectifs de développement durable. Cela renforce, je crois, le rôle du GIEC et du Conseil international des sciences. Nous travaillons maintenant avec à peu près 70 conseillers scientifiques dans une approche pluridisciplinaire. Donc, tout cela va vraiment dans le même sens. Merci beaucoup. Excellent. Bon, j'aurais encore beaucoup de choses à raconter, mais je vais m'arrêter là. J'aimerais présenter l'oratrice suivante qui va nous parler de l'avenir des sciences en changement climatique, Sandrine Bonny, du laboratoire de météorologie dynamique auprès de l'Institut Pierre-Simon Laplace en France. Merci de rejoindre le podium. Je vous remercie et bonjour à tous. J'aimerais à mon tour remercier les organisateurs pour tout le travail qui a été fait pour
organisé cette conférence, ainsi que le personnel technique qui, depuis des mois, s'est attelé à cette tâche. Thomas vient de nous donner un très bon bilan de l'état des connaissances en matière de changement climatique, connaissances scientifiques. Tout cela servira de base aux négociations concernant le climat et nous espérons pouvoir voir ces négociations déboucher sur un bon accord. Dans ma communication, j'aimerais vous inviter à penser, au-delà du jalon que représente la fin de l'année, à penser à un certain nombre de défis auxquels notre communauté scientifique, celle qui étudie le changement climatique, devra réfléchir, et notamment dans le cadre des évaluations futures du changement climatique. Ces dernières années, la communauté climat a répondu à un certain nombre d'interrogations sur le changement climatique. Par exemple, est-ce que la composition de l'atmosphère de la Terre est en train de se modifier? Est-ce que notre planète se réchauffe? Est-ce que les activités humaines ont une responsabilité? Comme Thomas l'a bien expliqué, la réponse apparaît clairement. Oui, oui et oui. Donc, après cette affirmation, il y a bien sûr beaucoup d'autres questions qui se posent, à savoir l'évolution future de ce même changement climatique. Il y a donc de nouvelles réflexions, de nouvelles questions qui se posent à nous, à savoir quelle sera l'évolution future du climat à long terme, mais aussi sur les quelques prochaines décennies. Comment ce climat changera-t-il au niveau de chaque région? Quel sera l'impact sur le régime des précipitations, sur la survenue d'événements extrêmes, etc. Et enfin, quel sera l'impact sur les systèmes écologiques et sociaux? Donc, beaucoup de questions cruciales pour les scientifiques. Mais même si l'on pouvait répondre, ne serait-ce que partiellement à ces questions, eh bien, cela permettrait quand même à la société de commencer à évaluer les risques du changement climatique et de réfléchir à ce qu'il faut faire en termes d'atténuation ou de politique d'adaptation pour réduire, tant que faire se peut, ce risque. Mais le défi est encore plus grand étant donné que nous entrons complètement en terrain inconnu. Comme on l'a dit plus tôt, les données des carottes de glace nous montrent bien que les concentrations de CO2 aujourd'hui supérieures à 400 ppm représentent des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis 800 000 ans, voire plus probablement. Et l'augmentation sur les années récentes a été extrêmement rapide. Il n'y a aucune situation analogue à laquelle nous comparer, aucune situation passée analogue. Donc il s'agit d'un événement géophysique encore inconnu. Nous entrons en territoire complètement inconnu, comme je l'ai dit. Alors, comme toute autre discipline scientifique, la science du changement climatique ressemble à un grand puzzle dont chaque pièce représente une connaissance. Il y a certaines de ces connaissances qui sont déjà en place. Ce sont les connaissances que nous avons accumulées. Elles disposent de preuves solides, mais il reste encore beaucoup de morceaux qui nous manquent ou bien que nous ne savons pas où placer. Ça correspond à des incertitudes parfois très importantes en ce qui concerne le changement climatique. Mais ces incertitudes sont très importantes étant donné que, puisqu'il faut évaluer la situation pour savoir ce qu'il faudra faire pour s'adapter ou pour atténuer les risques, eh bien, si nous surestimons ou sous-estimons le risque lié au changement climatique, dans un cas comme dans l'autre, on risque de prendre des décisions qui seront néfastes pour les générations futures, dans un sens comme dans l'autre. Donc, il faut absolument venir à bout de ces incertitudes le plus rapidement possible. Et la question est de savoir comment on peut accélérer le progrès, et ce, de la manière la plus efficace et efficiente possible. Le Programme mondial de recherche sur le climat, le PMRC, mène un programme depuis quelques années visant à identifier un certain nombre de grands défis scientifiques. Leur objectif, c'est d'encourager la recherche là où il y a des lacunes
importante en termes de savoir, de connaissances, de concentrer nos efforts sur des questions précises qui permettront de faire des grands pas en avant en termes de connaissances et en travaillant avec la société civile sur des questions très importantes, encore une fois pour accélérer les progrès. 5 initiatives relatives à ces grands défis ont été identifiées concernant la fonte des glaces, le changement du niveau de la mer, la disponibilité en eau, les extrêmes climatiques et les nuages et la sensibilité du climat. Il y en a 2 qui sont également en cours de réflexion, qui se concentreront probablement sur les prévisions décennales du système climatique et puis sur le carbone, les aérosols et la chimie. Alors, la stratégie pour accélérer la science sur ces diverses questions vise à intégrer des observations, des modélisations, des analyses et de suivre plusieurs approches en même temps, tester plusieurs hypothèses pour aller plus rapidement. Donc, il s'agira d'intégrer toute une série d'études, comme je l'ai dit, de mettre à l'épreuve un certain nombre d'hypothèses qui, une fois mises à l'épreuve, nous permettraient de vraiment avancer en termes de connaissances et d'évaluation des changements climatiques à venir. En termes d'observation, il s'agit d'exploiter de vraiment mettre à profit le système d'observation actuel, de trouver des données de remplacement pour les changements climatiques passés, nous permettant de tester les hypothèses pour remplir combler, nous l'espérons, les lacunes. En termes de modélisation, il s'agira d'exploiter, d'utiliser toute une hiérarchie de modèles, car aucun modèle à lui seul ne peut permettre de répondre à ces questions. Il nous faut pour cela une hiérarchie de modèles à différentes résolutions, différentes échelles de complexité. Il s'agira également de s'attaquer aux biais dans les modèles qui en réduisent les capacités prédictives et de tester également des modèles expérimentaux. Il y a notamment le CMIP6, un projet en cours du PMRC, du projet de comparaison des modèles couplés. Il s'agit d'un ensemble énorme d'expériences numériques d'observation de l'atmosphère avec une coordination au niveau international. Donc, on relie ensemble un grand nombre de modèles mis au point dans différents pays. En les mettant en relation, en comparant ces modèles, en les couplant et en les comparant, on peut mettre à l'épreuve un certain nombre d'hypothèses et progresser de manière beaucoup plus rapide. Donc, le CMIP6 permettra d'étudier plusieurs aspects du changement climatique, notamment comment il réagit à certaines perturbations d'origine naturelle ou anthropique, par exemple le rôle des nuages, les océans, l'aérosol, la chimie. Les expériences ont été élaborées de manière à répondre du mieux possible aux grandes questions qui rentrent dans le cadre de ces grands défis scientifiques. Donc les questions, on répondra à ces questions en utilisant un certain nombre de modèles et d'expériences qui se baseront sur plusieurs scénarios socio-économiques permettant d'explorer plusieurs voies futures, plusieurs issues possibles et en prenant pour hypothèse différents niveaux d'atténuation et d'action d'adaptation. Ces simulations joueront bien sûr un rôle très important dans le cadre de la prochaine évaluation des effets du changement climatique et notamment telle que menée par le GIEC. Donc, au cours des prochaines années, ces grands défis scientifiques seront la clé de l'accélération du progrès en matière de sciences du changement climatique, puisqu'ils permettront de répondre à des questions vraiment cruciales. Et il y a des domaines où il est vraiment nécessaire d'enregistrer des projets dans les années à venir. Et là, j'aimerais vous parler d'un certain nombre de domaines du savoir qui sont vraiment cruciaux en ce qui concerne nos connaissances sur le changement climatique. Et c'est vraiment là où les progrès
pourrait nous permettre de rassembler d'autres pièces du puzzle, et notamment la circulation atmosphérique, comment les océans et l'atmosphère réagissent aux perturbations climatiques. Il y a une animation, si on peut la lancer. J'espérais pouvoir vous montrer de très belles animations, mais ça c'est toujours risqué dans les présentations. Imaginez que ça bouge. Voilà, il va falloir faire preuve d'imagination un petit peu. Vous avez ici une photo de ces mouvements atmosphériques visualisés en visualisant la vapeur atmosphérique grâce à des photos satellitaires. On voit beaucoup de choses quand on regarde ce genre d'animation. Vous voyez que l'atmosphère bouge, il y a des mouvements à grande échelle et qui régissent un peu le régime des précipitations. Là où c'est foncé, c'est qu'il y a des pluies. Puis, en s'élevant encore plus dans l'atmosphère, il faut l'imaginer, mais on voit les systèmes météorologiques et les grands tourbillons qui finalement conditionnent notre climat. Et là où vous voyez des points blancs, ce sont des nuages très profonds qui se forment, qui se propagent, puis se dissipent et qui parfois produisent des événements extrêmes tels que les cyclones tropicaux. Donc l'atmosphère est toujours en mouvement et contrôle ou conditionne un grand nombre d'événements liés à notre climat, comme je l'expliquerai. Là aussi, j'espérais vous montrer une très belle animation des courants de surface océaniques grâce à des images en haute résolution. Grâce à une modélisation, on voit beaucoup de mouvements. Il y en a qui sont très rapides, c'est-à-dire réaction très rapide au climat, et des mouvements qui vont beaucoup plus lentement. Le Gulf Stream, les vagues tropicales qui s'expriment beaucoup plus lentement. Et on voit également qu'il y a beaucoup de petits tourbillons dans les océans. Donc là, les choses se jouent à une petite échelle. Aujourd'hui, nous traversons une période très intéressante, étant donné que nous mettons au point de nouveaux modèles pour l'atmosphère et les océans qui peuvent résoudre des questions au niveau planétaire, mais également à toute petite échelle. Les tourbillons dans les océans ou l'échelle du nuage dans l'atmosphère. Et on peut maintenant mieux comprendre l'interaction entre la petite échelle et enfin les phénomènes à petite échelle et les phénomènes à grande échelle. Un grand nombre des grandes questions auxquelles on a répondu en termes de changement climatique jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais porté directement sur ces mouvements de circulation. Ce sont ceux qui nécessitent une vision plus thermodynamique du système climatique. C'est-à-dire qu'on pourrait mieux y répondre en focalisant notre attention sur les changements en termes de température moyenne mondiale et les conséquences sur le budget énergétique global et la concentration en vapeur dans l'atmosphère. Donc il nous faut une vision thermodynamique, mais pas uniquement cela. Bien sûr, il est important de comprendre que certaines de nos activités ont un impact en termes de changement climatique, mais que ces changements climatiques ont à leur tour un impact sur la planète. Pour une grande partie du XXe siècle, des scientifiques comme Ed Lorenz et d'autres ont essayé de comprendre ce qui contrôle ces circulations, ces mouvements dans l'atmosphère, dans les océans. Mais aujourd'hui, le changement climatique fait apparaître beaucoup de questions nouvelles. Par exemple, comment ces mouvements, ces circulations réagissent-ils aux gaz à effet de serre, aux évolutions la quantité d'ozone, aux aérosols, aux modifications au niveau de l'Arctique. Il faut comprendre comment ces circulations varient non seulement à court terme, mais également sur des échelles de temps beaucoup plus importantes. Et quel impact ils ont sur les cycles de l'énergie, de l'eau et du carbone. Ces questions sont tout à fait pertinentes à celles auxquelles les scientifiques s'attaquent aujourd'hui.
Je vous expliquerai pourquoi. D'abord, les modifications des températures décennales. Si on prend la vision thermodynamique de notre système, on peut savoir effectivement que la température augmente et la vitesse à laquelle elle augmente. Mais il y a des grandes fluctuations qui doivent être prédites. Il y a des périodes pendant lesquelles ce réchauffement va très vite et d'autres où ce réchauffement se ralentit, comme on l'a vu ces 15 dernières années. Les recherches les plus récentes sont indiquées que ces modulations de la rapidité du réchauffement climatique peuvent s'expliquer par des changements dans les systèmes de circulation. Par exemple, ce ralentissement ces 15 dernières années semble être lié avec ce qui se passe dans le Pacifique, les circulations océaniques, la capacité aux océans à apporter de la chaleur. Donc, si on veut vraiment bien faire de bonnes prédictions pour les 10-15 prochaines années, il faut vraiment mieux comprendre ces circulations atmosphériques et océaniques. La sensibilité au carbone. Comme vous le savez, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère représente à peu près seulement la moitié de l'augmentation de notre production de CO2 parce que les océans représentent un puits à carbone notamment. Et d'autres choses également sont des puits à carbone. Si on ne se fondait que sur la thermodynamique, on s'attendrait à ce que le réservoir qu'est l'océan se renforce avec l'augmentation du CO2. Mais en fait, ce puits peut évoluer de manière très différente à cause de ces changements de circulation. Il y a quelques années, on craignait que le puits de carbone des océans du Sud soit saturé à cause du glissement des pôles et de l'intensification des vents. Mais on a montré récemment que ces puits océaniques, ces réservoirs que sont les océans, varient énormément, et notamment en relation avec la variabilité de la circulation atmosphérique. Et puis, il y a la sensibilité du climat et au climat. On ne sait pas, par exemple, quels sont les niveaux d'émissions de CO2 qui sont compatibles avec un certain objectif de température. Il y a toujours eu beaucoup d'incertitudes là-dessus, mais nous en avons identifié la cause racine. Et ce sont notamment ces nuages à basse altitude qui se forment partout dans le monde. Avec le réchauffement du climat, ces nuages disparaissent. Mais la recherche récente semble indiquer que améliorer notre compréhension sur la réaction de ces nuages au réchauffement climatique peut mieux nous permettre de comprendre la variabilité des circulations. La modification du niveau de la mer, les observations montrent que le niveau de la mer augmente, les modèles prédisent une augmentation constante, mais on sait aussi que l'élévation du niveau de la mer ne sera pas uniforme au niveau régional. Il y aura de très importantes variations régionales. En l'Atlantique Nord, par exemple, dans l'Atlantique Nord, on sait que les marées ne sont pas toutes égales, ni l'élévation de la mer. Donc il y a bien sûr un grand nombre de facteurs, mais on sait que les circulations océaniques atmosphériques jouent un rôle important dans ces variations régionales de l'élévation du niveau de la mer. Puis, le régime des précipitations. L'importance des prédictions, des prévisions liées aux précipitations sera essentielle pour l'avenir. Et là encore, il y a répartition très inégale des précipitations. Il y a des régions qui reçoivent énormément de précipitations en bleu marine et d'autres qui en reçoivent très peu en blanc. Cette répartition entre les zones humides et sèches sont déterminées par ces grandes circulations atmosphériques. On comprend de mieux en mieux aujourd'hui comment des modifications mondiales à l'échelle mondiale de température peuvent donner lieu à des changements en termes de précipitations au niveau régional. Mais ce qu'on comprend moins, c'est comment les modifications atmosphériques à grande échelle peuvent avoir un impact sur
des variations intra-régionales. Le positionnement de ces ceintures de précipitation autour de l'équateur, par exemple, comprendre la modification future sera important. Une toute petite modification peut avoir d'énormes conséquences au niveau régional. Ça nous permet de répondre à des questions, ça nous permettra de répondre à des questions tout à fait fascinantes. Si on y parvient, on pourra vraiment faire des progrès dans d'autres domaines liés au changement climatique. Les événements dits extrêmes, pouvoir prédire ces événements extrêmes aura vraiment un impact sur la société. Comme vous le savez peut-être, la plupart des événements extrêmes sont déterminés surtout par les circulations dites atmosphériques. La thermodynamique peut nous aider à comprendre pourquoi et comment la fréquence et l'intensité de ces événements surviennent et quel est l'impact sur les terres et sur les océans. Mais ce que l'on comprend moins, c'est quels sont les phénomènes en termes de circulation qui sont propices à ces événements extrêmes. Et qu'est-ce qui déclenche la propension de l'atmosphère à s'organiser en tempête tropicale, en cyclone, en ouragan, ou de parvenir à des situations extrêmes comme l'intense chaleur que nous avons connue ici en Europe la semaine dernière. Donc il y a de nouveaux concepts qui sont en cours de formation, qui nous permettent de mieux comprendre ce problème. Il reste encore beaucoup de territoires à défricher, mais j'espère que nous pourrons faire des progrès. Donc les progrès en termes de sciences liés au changement climatique dépendra vraiment de notre capacité à comprendre un plus grand nombre de choses sur les circulations atmosphériques et océaniques et le lien avec le réchauffement mondial et les autres perturbations. Il y a de nouvelles opportunités qui vont émerger, qui modifieront notre manière de comprendre les circulations, leur impact sur le changement climatique. Donc en conclusion, la science du climat n'a jamais été plus pertinente qu'aujourd'hui. Ces connaissances scientifiques ont déjà permis de répondre à des interrogations majeures et à lister ce que j'ai donc appelé ces grands défis. Il est important de savoir que tout progrès futur dans ce domaine dépendra beaucoup de progrès faits ailleurs. Tout est lié, tout est interconnecté, et notamment notre compréhension des circulations atmosphériques et océaniques, comment elles répondent aux perturbations naturelles et anthropogéniques, nous permettra de faire plusieurs grands pas en avant. Enfin, j'aimerais souligner que l'urgence et la spécificité de cette demande de société n'est absolument pas incompatible avec l'investissement dans la recherche fondamentale. Au contraire, je pense que c'est comme cela qu'on pourra vraiment accélérer les progrès. L'expérience a souvent démontré que c'est en abordant les problèmes de manière complètement nouvelle que l'on arrive à faire de grands pas en avant et à résoudre des problèmes qui semblaient insolubles. Et c'est là la meilleure manière de nous préparer à des grands événements dont nous ne connaissons pas encore l'ampleur, puisque j'ai parlé d'un territoire encore non exploré. Merci pour cette présentation extrêmement complète qui nous a présenté les défis, mais aussi les opportunités, puisque vous expliquez qu'on peut s'appuyer sur la science fondamentale pour changer les choses à l'avenir. Merci beaucoup. Alors, je remercie les conférenciers et j'invite maintenant les intervenants suivants à nous rejoindre ici à la tribune. Is Michael Grubb here somewhere? Oh, there. Okay. Yes. So what we're going to do now is hear presentations. Donc nous allons maintenant entendre des présentations sur les questions scientifiques
qui ont trait au réchauffement de l'Arctique et à ses conséquences mondiales, puis les intrants à l'échelle mondiale du changement climatique et enfin également donc les émissions, l'utilisation de l'énergie. Et j'invite tout d'abord M. Vladimir Katsov qui travaille à l'Observatoire géophysique de Voïkov. Merci, bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier le comité organisateur ainsi que le personnel technique pour avoir si bien organisé cette conférence. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Ça fonctionne? Voilà. S'il y avait le grand livre des métaphores climatiques, alors il y aurait différents chapitres qui seraient consacrés à l'Arctique, j'en suis convaincue. Voilà ici quelques métaphores de différentes époques. On a parlé de la cuisine climatique, c'était l'Arctique, et ça remonte au XXe siècle, avant d'ailleurs le début de ma carrière dans le domaine de la recherche arctique. Ensuite, eh bien, le canari dans la mine de charbon. Pour autant que je me souvienne, cette expression est apparue au début du siècle. C'était lorsqu'on parlait de l'évaluation de l'impact du réchauffement de l'Arctique. Et ensuite, Ground Zero pour le changement climatique, dernière métaphore, c'est le titre de ma présentation d'aujourd'hui. Et cela a été suggéré par le comité d'organisation initialement. Et puis finalement, j'ai décidé de modifier le titre, comme vous l'avez vu sur le transparent précédent. Ça m'a amené néanmoins à réfléchir aux métaphores. Et c'est dans ce cadre que j'inscris ma présentation. Alors oui, l'Arctique, c'est le champion du réchauffement climatique. Et il y a différents résultats tout à fait solides qui ont fait l'objet d'évaluations dans le cadre de tous les rapports du GIEC et dans le cadre d'autres rapports également, même auparavant. Et cette solidité s'accompagne d'un autre élément solide, c'est la fragmentation intermodèle dans les simulations sur l'Arctique. Alors, ce rôle de chef de file sur le plan du réchauffement est supposé résulter d'un certain nombre de mécanismes de rétroaction. C'est ce qu'on appelle l'amplification polaire. Si l'on voulait caractériser le réchauffement de l'Arctique en quelques lignes seulement, on noterait probablement, comme je l'ai déjà dit, que l'Arctique va probablement se réchauffer au cours de ce siècle plus rapidement que la moyenne mondiale, que l'Arctique fait partie des régions les plus vulnérables au changement climatique de par le monde, que le réchauffement de l'Arctique pourra avoir un certain nombre de rétroactions sur le climat mondial. Et par ailleurs, bien entendu, que l'Arctique est difficile à observer, à modéliser et à prévoir. Après les réussites tout à fait encourageantes de la science du climat, comme l'a illustré en particulier l'évaluation du GIEC et d'autres rapports d'évaluation sur le climat, on pourrait avoir l'impression que les fondements physiques de la science du climat ont plus ou moins été mis en place et qu'il s'agit simplement d'apporter quelques éclaircissements sur quelques détails mineurs qui n'ont pas une importance formidable pour le processus décisionnel. Mais en fait, notre connaissance des mécanismes qui ont trait au changement climatique est insuffisante à certains égards. Il y a un certain nombre de lacunes
Et l'Arctique, d'ailleurs, est une des régions où il y a un certain nombre de lacunes. Sandrine Bonny nous a déjà parlé du programme mondial de recherche sur le climat et de ses grands défis. Je ne vais donc pas y revenir ici. Mais sur le transparent suivant, vous voyez ce qui sont des questions en suspens en ce qui concerne le réchauffement de l'Arctique. Alors, il y a un certain nombre de grands défis qui ont trait très directement à l'Arctique. Et c'est ce qu'on va voir dans les questions en suspens, sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Alors tout d'abord, la perspective d'un océan Arctique sans glace, dans quel délai? Quand effectivement ça pourrait devenir un phénomène saisonnier, cette glace? Sur l'océan Arctique, il y a un certain nombre d'incertitudes qui ont trait à cette question très importante. Par ailleurs, la force des rétroactions positives entre le réchauffement climatique et les émissions naturelles de gaz à effet de serre du fait de la fonte du permafrost. Donc, quand est-ce qu'il pourrait y avoir ce type d'émissions et quel sera le carbone piégé dans le permafrost qui va ainsi se libérer dans l'atmosphère? Ensuite, le rôle des changements de bilan d'eau douce dans l'océan Arctique par rapport à la circulation thermo-haline et donc quelle pourrait être l'incidence sur l'Atlantique Nord. Il y a par ailleurs une échelle temporelle très différente, mais toute la dynamique des plaques de glace et l'amplification donc de leur contribution à l'augmentation du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Par exemple, la dynamique du Groenland qui n'est pas compris dans le modèle actuel. Dans quelle mesure ça pourrait accélérer donc la fonte de ces plaques de glace? Le réchauffement de l'Arctique également par rapport aux événements climatiques à fort impact dans l'hémisphère nord et dans quelle mesure des vagues de chaleur ou de froid extrêmes ou des inondations ou des sécheresses pourraient être liées au réchauffement de l'Arctique. Et puis la prévisibilité polaire, alors c'est un problème scientifique très complexe sur le plan saisonnier ou décennal, compte tenu de la variabilité du système climatique arctique. Autre question intéressante ici, c'est la question de savoir si on perd sur le plan de la prévisibilité de l'Arctique. Mais le réchauffement de l'Arctique pourrait avoir un impact sur le climat physique bien au-delà de la région. Mais, et là j'aborde la question de demain, voilà, donc vous voyez la glace océanique, les scénarios de modèles pour le XXe siècle et certains exemples utilisés souvent, c'est-à-dire l'accès au trésor de l'Arctique, extraordinaire. Il peut y avoir des effets positifs et négatifs, mais il faudra les quantifier bien mieux qu'on ne le fait à l'heure actuelle. Et puis il y a aussi des impacts non climatiques, la pollution environnementale par exemple. Il faut savoir ce qu'on va devoir faire et quand il faudra le faire pour s'adapter avec efficacité au réchauffement de l'Arctique. Et voilà un domaine très ample pour la recherche scientifique, l'utilisation des produits, des modèles climatiques et leur application pratique. Cela est un problème important et particulièrement prononcé dans l'Arctique compte tenu de la variabilité interne et de la fragmentation des modèles. Donc les projections des modèles peuvent finalement être assez inutiles ou être source d'erreurs si on ne les utilise pas bien.
Il y a des problèmes scientifiques pour ce qui est de l'utilisation des données dans les modèles, dans les études d'impact et les évaluations de risque, et cela peut amener à élaborer des stratégies pour des probabilités et incertitudes associées au modèle, pour évaluer la valeur ajoutée, les incitations, ainsi que les degrés de confiance dans les différents modèles de prévision, etc. Question clé, alors que peut suggérer aujourd'hui la science du climat aux usagers dans les divers secteurs pour ce qui a trait au réchauffement de l'Arctique, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses dans un avenir proche? Il ne me reste plus qu'une minute pour conclure et j'en reviens donc au grand livre des métaphores du climat. Il y en a une qui remonte à la toute fin du 19e siècle et qui nous vient de Jack London. Un de ses récits, c'était le silence blanc. C'était une nouvelle. C'est une métaphore plus environnementale que climatique, si l'on veut vraiment être précis. Mais compte tenu de tout ce que nous venons d'évoquer à l'instant, alors dans quelle mesure cette métaphore ou ces métaphores vont survivre au XXIe siècle? Et est-ce qu'on aura du marron, du rouge qui viendra remplacer le silence de l'Arctique? Eh bien, ça dépendra de nous et de l'événement de Paris à la fin de l'année. Merci. Merci beaucoup. Comme nous l'avons dit, les pays comme le Canada ou la Russie se sentent très proches des grandes questions de l'Arctique. Et venons maintenant à ce que va nous dire Camille Parmesan de l'Université d'Austin au Texas. Merci. En fait, je travaille essentiellement à l'Université de Plymouth, au Royaume-Uni maintenant. J'ai été ravie d'arriver en Europe où la recherche sur le changement climatique est beaucoup plus généralisée. Pour comprendre l'impact du changement climatique à l'avenir, je crois qu'il est très important de comprendre ce qui s'est déjà produit, ce qu'on a déjà pu observer. Nous avons vu des réponses importantes à des niveaux de réchauffement relativement faibles à ce jour. Et les changements qu'on a pu observer sont non seulement un indicateur clair du fait que le changement climatique a eu une incidence sur la vie en général, mais ça nous donne une idée de ce qu'on peut attendre. À ce jour, il y a eu 5, j'essaye de cliquer pour faire avancer mes transparents, voilà. À ce jour, il y a eu 5 grandes méta-analyses mondiales sur les changements observés sur 4000 espèces dans des groupes très variés sur chaque continent et chaque océan. Et la moitié de ces espèces ont modifié l'endroit où elles habitent, leur distribution, pour s'adapter effectivement à l'évolution climatique, et 2 tiers des espèces ont modifié le moment où elles vivent effectivement. Les résultats sont très similaires d'une étude à l'autre. Dans la dernière colonne, vous voyez que de 82 à 92% des changements observés sont conformes ou cohérents par rapport au changement climatique local ou régional. Ce sont des chiffres très forts, donc qui sont rentrés dans la section attribution du GIEC. En termes absolus, la Terre s'est plus réchauffée que les océans et comme nous l'avons entendu, l'Arctique s'est plus réchauffé que le reste du monde et vous voyez que les tropiques semblent avoir peu changé. Mais il y a une autre façon d'observer le changement climatique. Il s'agit d'examiner la vélocité du changement climatique. Et cela nous permet de voir que si l'on est donc dans l'océan, il faut se déplacer sur de longues distances afin d'arriver à un autre régime de température, beaucoup plus que la distance parcourue sur Terre pour avoir le même niveau de différence de température. Donc à mesure que la mer se réchauffe, un oursin, par exemple, va devoir se déplacer beaucoup plus pour maintenir un environnement à température constante par rapport au déplacement d'un animal ou d'une plante sur Terre. Et ces mouvements de température, la vélocité du changement climatique ou isotherme, c'est ce que vous voyez ici, cela vous donne une représentation très différente
différentes de l'évolution de la situation de par le monde. Il y a des parties importantes de l'Arctique où il y a très peu de changements et vous voyez que pour la plus grande partie des tropiques, le changement est très rapide. Alors lorsqu'on adopte cette perspective, on a des attentes très différentes pour ce qui est de la réponse de la vie à ce changement climatique. Il n'est donc pas surprenant sous cet angle de constater qu'on voit des changements beaucoup plus rapides dans les océans, donc à la hauteur de la vélocité du changement marin. Vous voyez 65 km par décennie dans le système marin vers le pôle par rapport à une évolution beaucoup plus lente de 6 à 7 km de réorientation vers les pôles dans les systèmes terrestres. Mais ces moyennes cachent en fait des changements beaucoup plus extrêmes. Par exemple, le cabillaud de l'Atlantique a fait plus de 200 km, ce diatom plus de 400 km en une décennie. Et lorsqu'on examine donc les mouvements extrêmes, on voit des distances très importantes sur Terre également, avec des papillons qui ont bougé de plus de 200 km en 5 ans. Ces changements, on les voit aussi dans cette mesure de la vélocité du changement climatique, donc les mers autour de l'Europe. À gauche, vous voyez là qu'on prévoit des mouvements rapides à travers la mer du Nord et en dehors de la mer du Nord, vous voyez en rose et bleu. Et cela correspond bien à ce qu'on a pu observer pour le cabillaud de l'Atlantique. Pour les masses terrestres en Europe, vous voyez que les Baltiques feront une barrière au mouvement, vous le voyez avec les points rouges, mais si cela peut arriver en Finlande, eh bien, vous voyez qu'on pourra avoir un mouvement rapide. Et c'est exactement ce qu'on a pu constater avec le papillon, l'empereur pourpre. Il a fallu de 10 à 20 ans pour traverser la mer Baltique et arriver en Suède et en Finlande. Et une fois qu'il est arrivé, eh bien, il s'est déplacé encore de 200 km en 5 ans, donc avec une colonisation vers le nord, à un rythme très rapide. On voit aussi que les espèces adaptées au froid, on a déjà parlé des espèces polaires, mais également des espèces montagneuses, eh bien, non, nulle part où aller, donc elles se retrouvent limitées à des zones de plus en plus petites. Par exemple, le papillon Apollon en France a disparu en fait dans la plupart donc des massifs montagneux inférieurs à 1000 mètres d'altitude. On ne les retrouve qu'au-dessus de 1000 mètres. Donc vous voyez, ces espèces n'ont nulle part où aller. Autres espèces pour lesquelles il y a eu un changement temporel, notamment au printemps. Donc les amphibiens se reproduisent plus tôt et avec 8 jours plus tôt par décennie. Les oiseaux et les papillons également évoluent selon ce processus plus rapidement que les plantes. Et dans le système marin, on constate quelque chose de différent, c'est-à-dire que les prédateurs avancent plus vite que leurs proies, ce qui suggère que des espèces qui normalement ont une interaction pourraient se retrouver désynchronisées. Alors ce que je vous ai montré, ce sont les réponses dominantes qu'on peut constater. Mais dans toutes les séries de données, on voit des espèces qui ne changent pas du tout et d'autres qui évoluent dans le sens contraire à ce qu'on pourrait attendre. Par exemple, pour ce qui est de ces 700 espèces de faune et de flore au Royaume-Uni, sur près de 30 ans, on voit que certaines n'évoluent pas beaucoup, ne changent pas beaucoup. Et en général, la méta-analyse que j'évoquais cible les extrêmes, donc de synchronisation ou désynchronisation par rapport au changement climatique. Et on voit de façon très dominante qu'il y a un changement en parallèle avec le changement climatique. Mais je me suis toujours demandé, là où on a zéro, est-ce qu'il n'y a vraiment aucune évolution par rapport au changement climatique? Nous avons donc fait une analyse plus sophistiquée en examinant la réponse de ces plantes, pas seulement aux températures du printemps, mais par rapport aux températures des années précédentes. Et on s'est aperçu que pour 3/4 de ces espèces, eh bien, le seul facteur important, c'est la température au
printemps. Et s'il y a un réchauffement au printemps, eh bien la floraison intervient plus tôt. Et sur 25 ans, on voit qu'il y a une avancée d'un jour par décennie. Ça, c'est la norme. Mais il y a ces autres espèces qui, ça fait 20% du total, qui procèdent de façon beaucoup plus intéressante. Comme vous le voyez ici, avec le mode 0 ici, la plupart ne modifient en rien leur floraison. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne répondent pas au changement climatique? Eh bien, la réponse est non. En effet, ces 20% d'espèces ont besoin d'un refroidissement en hiver pour leur dire que voilà, après, l'hiver est terminé et le printemps peut commencer. Et lorsque l'hiver est trop chaud, elles n'ont jamais cette indication, il n'y a jamais le refroidissement suffisant et donc elles reportent leur floraison. Mais dans le sens inverse, elles sont aussi sensibles au réchauffement au printemps. Donc si vous avez effectivement un hiver froid et un printemps chaud, elles vont avancer leur floraison. Donc le changement observé, c'est très complexe, c'est ce que vous voyez ici, c'est la somme de ces deux facteurs opposés. Donc les hivers plus chauds entraînent un report de la floraison, un printemps plus chaud, une avancée de la floraison, et de ce fait, il n'y a pas de changement. Néanmoins, donc, le refroidissement de l'hiver est plus important que le réchauffement au printemps pour d'autres espèces, donc qui retardent leur floraison. Donc, il s'agit là d'analyses solides qui montrent que bon nombre de ces espèces, dans ces grandes méta-analyses qui rentrent dans la catégorie des non-répondants ou stables ou allant même à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre avec le changement climatique, ce sont des espèces qui en fait répondent très fortement au changement climatique, mais simplement de façon beaucoup plus complexe que ce qu'on attendrait. Donc, une analyse plus simple de ces données montre que 72% des espèces répondaient au changement climatique avec une floraison plus précoce. Mais cette nouvelle analyse montre qu'en fait, 90% des plantes répondent au changement climatique. La morale de tout cela, c'est que nos analyses préalables, qui étaient très simples en général, ont probablement sous-estimé la proportion des espèces qui ont subi l'impact des changements climatiques récents anthropogéniques. Merci. Thank you very much. We've seen another example. Merci beaucoup. Nous voyons là un autre exemple des façons complexes dont la recherche scientifique nous permet d'avoir une meilleure compréhension de cet écosystème très complexe qu'est la Terre. Autre aspect très compliqué, les émissions anthropiques. Michael Grubb de University College London nous parlera de l'historique des énergies, de l'énergie et des émissions. Merci beaucoup. Je suis ravi vraiment d'avoir un auditoire si nombreux pour parler du changement climatique avec son approche interdisciplinaire qui fait intervenir plusieurs dimensions économiques, d'ingénierie, etc. Je vous propose d'aborder 5 grands points. Je vais parler de l'énergie et du développement de manière assez générale. Je vais parler rapidement des schémas, des projections, des coûts, puis parler des données des 50 dernières années, puis des 5 dernières années qui montrent que nous sommes à un moment crucial. Sur cette transparence graphique, on constate que le développement économique de base requiert de l'énergie. Rien d'étonnant. Et sur l'axe vertical, on voit la demande énergétique par habitant rapportée au revenu par habitant sur l'axe horizontal. Et on voit donc une droite assez claire, ce qui résume la perception globale. Le rapport n'est pas forcément de 1 à 1.
Mais il y a un certain nombre également de grands auteurs qui sont cités. Du point de vue de la science climatique, cette cartographie mentale n'est pas forcément correcte. Donc il s'agit d'une échelle logarithmique. Il est assez facile d'une manière mathématique de générer un graphique qui représente ainsi une droite. Il y a des variations entre pays qu'on voit en nombré en fond, qui font apparaître des variations dans le temps d'un pays à l'autre. De plus, les émissions sont complètement dominées par le cadran en haut à droite, c'est-à-dire le groupe de pays qui ont atteint un revenu par habitant d'à peu près $10,000 ou plus. Et la plupart des pays riches ont un revenu par habitant d'à peu près 30 000 par habitant. Et ça, c'est la fin de la droite. Donc, voici mon message principal. Si on examine de ceci beaucoup plus près, on a une image beaucoup plus intéressante. Laissez-moi passer à ce que j'appellerais un schéma. Il ne fait aucun doute que l'industrialisation de base, ça permet de passer à un monde dominé par l'agriculture, les besoins primaires, à la production industrielle à droite. Mais celle-ci arrive à un pic, à peu près 50% de consommation de tous les besoins énergétiques, avec un revenu d'à peu près $10,000 par habitant. Il y a donc une transition de la production au plaisir, mais on voit après ce pic que la demande en énergie baisse avec la baisse de l'industrialisation et l'augmentation des transports et des services. Mais on voit qu'on a quand même beaucoup plus de latitude sur l'efficacité et l'intensité énergétique liées au transport par rapport aux besoins de base pour l'industrie primaire, sidérurgie, infrastructure de base, etc. Ce qui a eu un impact important sur notre capacité à faire des prévisions, des projections. Cette transition quand on passe de 10 à $20,000 par habitant, comme je disais, a eu un impact sur notre capacité à faire des prévisions. À gauche, on avons le diagramme classique, les prévisions de la demande énergétique des États-Unis pour l'an 2000, mais ces prévisions faites dans les années 70. Et la réalité en 2000. Et en fait, on se trouvait en bas du bas de la fourchette de toutes les prévisions énergétiques faites 30 ans plus tôt. On l'a vu également au Royaume-Uni. Alors, vous comprendrez d'après l'ancienneté des données que je suis là depuis longtemps. Vous voyez en haut à droite, j'ai illustré les prévisions faites par Mme Thatcher en 1990. Les économistes, les industriels l'avaient averti que les émissions de gaz à effet de serre allaient augmenter de 30% dans la décennie à venir. Elle avait pris l'engagement de, plus tard, revenir au niveau de 1990. Le PIB a augmenté d'à peu près 30% pendant cette décennie, mais les émissions de GES sont tombées de 8%. Pas uniquement en raison de la politique énergétique, mais bien sûr, ces engagements climatiques ont bien sûr aidé. Passons maintenant à une autre démonstration que je souhaitais vous proposer concernant les coûts de l'énergie. Il y a une hypothèse qui fait de bon sens que plus les prix de l'énergie sont élevés, plus les coûts sont élevés. En fait, pas forcément quand on s'y intéresse de plus près. Vous voyez ici sur l'axe vertical, il s'agit d'un panier de tarifs final de l'énergie et horizontal, le coût moyen, l'intensité énergétique moyenne. Les dépenses nationales par unité d'énergie représentent le coût. Le coût égale le prix fois le volume. Ici, en ligne hachée, vous avez le coût moyen de l'énergie en proportion du PIB. Que nous voyons-nous? Le Japon, dont les prix énergétiques sont au moins 2 fois plus élevés qu'au Royaume-Uni pendant cette période, a dépensé exactement la même proportion de son PIB pour sa provision en énergie. La France et l'Allemagne sont également exactement sur cette ligne hachée. On appelle ça la constante Bashnikov-Newbery des dépenses énergétiques.
Et cette découverte provoque pas mal de discussions, d'analyses, mais ce qui est important d'en retenir, c'est que cet ajustement n'est pas facile à réaliser. Et des pays qui ont essayé de protéger leur population, par exemple les anciens pays du bloc soviétique, qui subventionnaient énormément leur énergie, et étant donné que les dépenses énergétiques, selon eux, étaient bonnes pour le développement, ont finalement dépensé beaucoup plus pour l'énergie que les pays où les coûts de l'énergie, les prix de l'énergie étaient beaucoup plus élevés à cause des inefficacités liées à des tarifs artificiellement bas pour l'énergie. Il s'agit du satisficing. J'expliquerai des effets liés à la politique et la relation avec les prix un petit peu plus tard. Message principal. Il faut s'intéresser aux détails des choses parce qu'on voit des choses qui restent invisibles à l'œil nu autrement. Et maintenant, j'aimerais apporter une série de réserves. Il y a quand même beaucoup de réserves à exprimer. D'abord, ce genre d'ajustement prend très longtemps à appliquer ou à s'exprimer. Deuxièmement, il faut s'interroger, est-ce que les pays avec les prix de l'énergie élevés, est-ce qu'ils ont en fait exporté leurs émissions? Eh bien, le GIEC, dans le rapport numéro 5, en voyant ces graphiques, s'est intéressé à ces partages d'émissions de pays à pays entre groupes de pays jusqu'en 2010. Le résumé rapide que vous verrez donc ici à l'écran, c'est que le monde développé, complètement dominé par l'avancée des pays à revenus intermédiaires ou élevés, la Chine a connu une grande augmentation. Il y a les émissions territoriales jusqu'en 2010 ont de loin dépassé celles des pays à revenus très importants en haut à droite. Mais sur la base de la consommation, c'est-à-dire de l'empreinte CO2, on voit une image différente. Jusqu'à 15% de ces émissions constituent la production de biens industriels rachetés par des pays à revenus élevés à des pays à revenus intermédiaires. Ces émissions étaient donc intégrées aux importations d'un côté, exportations de l'autre. Par conséquent, il est très important d'étudier de près les interactions entre le développement et le commerce entre les différents pays, et pas seulement sur les 5 dernières années. Ici, j'ai repris les émissions par habitant en vertical en rapport au PIB axe horizontal. D'abord, les États-Unis, on voit que dans les années 60, les prix de l'énergie étaient très bas. C'était donc la phase industrielle qui s'est étendue. Également un système de transport très particulier, choc pétrolier dans les années 70, puis récession, puis deuxième choc pétrolier en 1979. C'est la seule chose qui a pu venir à bout de cette tendance. Et pendant les 30 prochaines années, les émissions territoriales des États-Unis ont été plafonnées à peu près 20 tonnes par an. On voit également l'impact très important de la crise énergétique de 2008. Les émissions ne sont pas descendues seulement pendant la récession, mais également après, pendant la sortie de la récession. Quid de la consommation? Eh bien, pendant cette période, on voit que les États-Unis sont passés de producteurs d'émissions à importateurs d'émissions. L'empreinte a donc continue à augmenter, mais lentement pendant ces 20 ans. Lorsque la crise financière est arrivée, elle a touché surtout les importations et l'empreinte carbone des États-Unis a décru. On voit un schéma à peu près semblable en Union européenne, où les émissions sont d'à peu près de moitié par rapport aux États-Unis. Aussi des émissions intégrées aux exportations-importations, mais en termes d'émissions par PIB par habitant, on est à 20-30% de moins qu'aux États-Unis. Mais les émissions territoriales sont maintenant de retour à ce qu'elles étaient en 1960 à peu près. Les émissions dues à la consommation ont augmenté, mais
sont maintenant à 10% de moins qu'en 2008-2009. Je vois que j'arrive à la fin de mon temps imparti. Quelques points importants sur les pays en développement. Il y a un point intéressant, notamment c'est la manière dont certains pays émergents sont allés au-delà de 15 000 $ par habitant, avec 2 à 3 tonnes d'émissions par habitant, par exemple le Mexique. Mais c'est la situation de la Chine qui est intéressante, où on voit un taux de natalité énorme, et pourtant, alors qu'ils étaient à peu près sur l'ancienne trajectoire, les données semblent indiquer que les émissions de la Chine ont commencé à plafonner l'an dernier, mais c'est la même chose pour le monde entier. Donc 2014, émissions de CO2 stables, augmentation du PIB de 3-4%. Donc, l'énergie, bien sûr, est essentielle au développement économique, mais les schémas changent à mesure qu'on passe d'un modèle de production à un modèle de plaisir, et les prévisions faites pendant la période de maturation industrielle ont été balayées. On a trouvé des réponses novatrices au changement des prix de l'énergie. Et je crois que nous pourrons voir une rupture dans la tendance de ces 5 dernières années. Il y a de nouvelles tendances en cours. Et il y aura peut-être donc de nouvelles opportunités. Je vous remercie. Je remercie les orateurs de cette séance. Vous pouvez maintenant reprendre place. Léa nous a montré comment l'Arctique et les espèces, tout ce qui compose notre écosystème, s'imbriquent ensemble. Nous sommes passés de là aux usages de l'énergie. Nous avons maintenant une table ronde qui est prévue. Je demande à Martin et à Virginie de bien vouloir nous rejoindre. Nous allons maintenant parler de la gestion des catastrophes. Chacun parlera rapidement, puis il y aura une discussion, format table ronde, ce qui conclura cette partie de la journée. Je crois que c'est Virginie qui s'exprimera en premier. En tout cas, c'est votre PowerPoint qui est à l'écran. Virginie nous vient du laboratoire littoral, environnement et société de l'Université de La Rochelle, CNRS. Thank you very much, Gordon. Merci beaucoup, Gordon. Membre du comité scientifique et d'organisation qui avait rendu cet événement possible aujourd'hui, chers participants. Je suis géographe côtière. Je travaille notamment sur les questions relatives aux petites îles. Et c'est avec ce profil que j'aimerais aborder un certain nombre de questions relatives à la contribution de la science à la réflexion sur le changement climatique et comment nous y préparer et nous y adapter. Dans le contexte du changement climatique, se préparer et faire face aux catastrophes climatiques nécessite des politiques qui tiennent compte des risques liés au climat, risques actuels et futurs. Et c'est important pour au moins 2 raisons. D'abord parce que ces catastrophes sont la conséquence de l'impact sur la société, de la variabilité du climat et des changements climatiques. Et deuxièmement parce que l'impact des événements extrêmes liés au climat seront fortement influencés par le changement climatique futur. Il est donc important d'admettre, de reconnaître que la nature, la fréquence et l'ampleur des impacts et des zones affectées se modifient. Et troisièmement, parce que les impacts les plus importants de ces événements climatiques sur la société, sur les sociétés, probablement également le résultat d'une vulnérabilité humaine plus importante, et notamment dans les zones côtières. Quatrièmement, parce que
L'un des défis lorsque l'on élabore des politiques en matière d'adaptation au changement climatique, l'un de ces défis donc est d'éviter une mauvaise adaptation, une adaptation erronée. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que les politiques d'atténuation, de réduction des risques à court terme finissent par exacerber les risques futurs à plus long terme. Et c'est notamment le cas dans le cas de la protection côtière. On a mis en place des structures, des infrastructures, des objets d'ingénierie extraordinaires pour protéger les côtes. Et effectivement, les implantations, la construction le long des côtes s'est ralentie, mais on sait qu'il y a eu augmentation de la vulnérabilité au climat, car cela mène à une accélération de l'érosion des dunes et à une désensibilisation du public par rapport à la protection, aux besoins de protection des zones côtières. Les deux derniers points montrent bien que la vulnérabilité devient un élément déterminant de la gravité de l'influence ou de l'impact de ces événements climatiques sur les sociétés. Il est donc urgent de réduire cette vulnérabilité, cette sensibilité. Il est important de comprendre que les facteurs, les processus qui causent la vulnérabilité, il est important qu'ils soient bien compris. Cependant, alors même que ces causes racines de la vulnérabilité sont bien connues, en tout cas à l'échelle de certaines régions, par exemple les zones côtières, comme ici, il nous reste encore à répondre à un certain nombre de très grands défis pour aider de manière pertinente les politiques et pour les aider à éviter des politiques mal orientées qui ont donc pour effet cette mauvaise adaptation. Donc les deux grandes difficultés, d'abord il faut aller au-delà des idées reçues. Deuxièmement, reconnaître et documenter la très forte variabilité spatiale des impacts d'une part de la vulnérabilité de l'autre. Ce sont donc deux considérations importantes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui parce que je suis convaincue que cela devra guider les travaux futurs du GIEC. Il est donc important que les stratégies se fondent sur l'expérience des 20 dernières années concernant les petites îles. Comme vous le savez, elles sont hautement vulnérables au changement climatique. Pourquoi est-il donc si essentiel d'aller au-delà des idées reçues ou des idées généralement partagées pour éviter ces exemples de ce que j'appelle la maladaptation? Je prendrai l'exemple emblématique des îles qui sont le plus vulnérables, sont les îles récifales. On dit généralement que ces îles récifales subissent une érosion à cause de l'élévation du niveau de la mer, ce qui les met en danger de disparaître complètement dans les années à venir. C'est une idée largement partagée qui a des implications très importantes en ce qui concerne les stratégies d'adaptation élaborées au niveau international. En effet, il s'est propagé l'idée qu'il est urgent de protéger les communautés insulaires vis-à-vis de ces menaces à l'aide d'objets, d'ouvrages d'art, ce qui laisse à penser qu'un certain nombre d'îles habitées pourraient ressembler à Malé dans un avenir pas très lointain et qu'il faudra organiser des migrations internationales à une échelle massive et rapide pour toutes ces populations. La plupart des pays et des territoires insulaires ont construit des ouvrages d'art énormes autour de leurs côtes, le long de leurs côtes ces dernières décennies, et demandent encore des fonds internationaux pour poursuivre leur fortification. Et pourtant, que voyons-nous aujourd'hui? Il est important de le reconnaître. Les études scientifiques faites ces 5 dernières années ont permis d'aller au-delà
d'aller plus loin que cette idée généralement acceptée concernant la disparition des petites îles. Et cela a des implications, une incidence très importante sur les stratégies d'adaptation qui sont et qui seront élaborées. Comme vous le voyez ici, les mesures des modifications du linéaire côtier de 191 îles a fait apparaître que 83% de ces îles s'étaient soit agrandies ou avaient pu préserver leur superficie ces 40 à 100 dernières années. Donc, des environnements sans perturbation, comme l'île de Grand Glorious, au large de la Mozambique, un territoire français, ou dans des environnements souffrant de fortes perturbations, par exemple, comme en Polynésie française. Ces résultats très importants mettent en valeur l'importance des sédiments et des concrétions coralliennes qui sont le fruit de la thermodynamique, qui elle-même est une réponse au changement climatique. Les récifs coralliens ont permis aux îles de sortir de la mer, en fait, de s'élever ces dernières années. Cela ne signifie pas que ces récifs coralliens eux-mêmes ne soient pas exposés à un risque de détérioration rapide ces prochaines décennies. En effet, ils le sont. Et ça ne signifie pas non plus que les îles n'ont plus rien à faire pour les années à venir. Tout ce que cela souligne, c'est que la disparition des îles récifales ne constitue pas un danger imminent. Les territoires insulaires doivent donc repenser leur trajectoire d'adaptation. Ces trajectoires d'adaptation doivent tenir compte de l'importance des récifs coralliens dans la protection et la résilience des îles. Ces résultats majeurs ont des incidences bien sûr sur les stratégies d'adaptation, soulignent en fait combien il est important de réduire l'impact négatif des activités anthropiques sur les récifs et les environnements coralliens et de maintenir une bande d'adaptation par laquelle l'île pourra s'élever elle-même. C'est là qu'il y a sédimentation et agrégation des récifs coralliens. Et donc, la construction d'ouvrages d'art de ce genre constituerait une mauvaise adaptation, une maladaptation, car cela ne fait qu'accélérer la dégradation, puisqu'il faut creuser, et cela accélère le transfert des sédiments. Et cela affaiblirait le pouvoir de résilience des systèmes d'îles coralliennes. Mais fonder les stratégies d'adaptation sur la résilience écologique ne peut pas constituer une nouvelle règle, ligne de conduite à suivre, parce qu'il y a des îles qui souffrent d'érosion et qui reculent, alors que d'autres se sont agrandies, mais elles ne sont plus résilientes. Dans les environnements soumis fortement aux effets anthropiques, il faut mettre en œuvre d'autres stratégies, comme vous le voyez à l'écran. Cet exemple, à lui seul, montre bien que, comme d'autres territoires côtiers, les îles ont des profils de variabilité, des profils d'adaptation extrêmement variables. Et c'est cela dont il faut tenir compte dans l'élaboration des stratégies d'adaptation. Cela réaffirme et également, si besoin était, l'importance qu'il y a à accumuler le plus de connaissances possible sur les changements en cours et sur le passé, et ce, pour mieux informer, pour mieux éclairer les décisions prises et l'élaboration des nouvelles stratégies d'adaptation. Je vous remercie de votre attention. Merci. Nous allons maintenant entendre Martin Van Alf du Croissant-Rouge, Croix-Rouge aux Pays-Bas, Centre climatique.
Merci. En fait, c'est moi qui vous empêche d'aller déjeuner, donc j'essaierai d'être bref. Je souhaitais vous faire part de quelques perspectives qui sont les miennes en tant que directeur d'un centre de référence dans une grande organisation humanitaire. Nous sommes 25 et mon équipe doit établir des passerelles entre la science, les politiques et la pratique. Alors, je passe une partie de mon temps à avoir une interaction avec cette communauté fantastique ici et j'ai aussi travaillé pour plusieurs de ces rapports du GIEC dont on a parlé, mais je passe aussi beaucoup de temps à parler aux bénévoles locaux de la Croix-Rouge qui travaillent dans des petits villages de par le monde et à des décideurs qui n'ont pas nécessairement le climat comme priorité première, mais qui en subissent l'incidence néanmoins. J'enseigne dans 2 universités, Columbia University, qui communique pas mal d'informations sur le climat, et le University College de London. J'aimerais dire aussi à quel point il y a de nouvelles recherches, pas seulement du point de vue du changement climatique, mais de façon plus générale, des recherches sur les extrêmes climatiques et la communauté humanitaire, sous l'angle également de la communauté du développement, par exemple la résilience dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc il y a un grand nombre de personnes qui examinent les différents morceaux du puzzle, comme on l'a vu plus tôt, mais qui ne viennent pas nécessairement les chercher encore dans les conférences comme la nôtre ici et qui ne parlent pas nécessairement la même langue non plus. Donc ici, je mettrai l'accent sur 4 messages clés. Le premier, c'est la nécessité de mettre l'accent sur le risque en tant que concept qui nous permettra de surmonter certains de ces obstacles, certaines de ces barrières. Ensuite, il faut tenir compte des échelles temporelles sans cibler le court terme ou le long terme spécifiquement. Il faut aussi penser davantage aux décisions plutôt qu'à la simple communication d'informations. Et ensuite, la nécessité de communiquer. Et je vais vous donner quelques exemples de tout cela. D'abord, le risque. Tout a trait au risque. Lorsqu'on parle aux communautés locales de par le monde, ils ne réfléchissent pas à la fin du siècle, au scénario, ils pensent à ce qui les touche dès maintenant. Mais ces communautés sont bien conscientes du climat, elles sont conscientes qu'il y a cette météo bizarre. Alors voilà une approche scientifique pour un atelier au Sri Lanka. Probablement grâce à la présence coloniale là, on avait des registres de longue durée sur la pluviosité. Et si on s'était concentré sur la moyenne à long terme, on aurait tout faux. Ce qui était important ici, c'était l'évolution des flux et en termes d'intensité et de fréquence. Et on voit que d'une part, il s'agit d'informations très utiles pour eux, mais par ailleurs, il y avait une forte augmentation de la population, surtout dans les zones les plus vulnérables. Et cela me ramène au risque. Il y a donc, si l'on travaille sur le rapport spécial sur les événements extrêmes, et qui a été examiné également dans le groupe de travail 2, dans le cadre du 5e rapport d'évaluation, et on le retrouve ici sur ce graphique, c'est essentiel. Le fait qu'on ne sépare plus les aléas en bleu foncé ici, du reste, mais on examine aussi l'exposition, donc c'est-à-dire ce qui est menacé là où se produit cet événement, et puis la vulnérabilité, on essaie de tenir compte de toutes les rétroactions. Cela nous a permis d'apporter plus de connaissances à cette communauté et d'exporter également aussi les connaissances qu'on peut avoir ici dans d'autres univers. Ensuite, les échelles temporelles et la nécessité d'établir des passerelles, c'est ce qu'on essaye de faire entre le court terme, les projections à long terme, mais on le voit aussi dans des communautés à l'extérieur qui cherchent ces informations. Par exemple, la Banque mondiale l'année dernière a reconstitué les ressources de l'IDA, c'est le principal guichet pour les pays les plus pauvres avec 52 milliards de nouveaux investissements. Et s'est engagé à passer en revue tous ces investissements pour examiner la composante climat et risque de catastrophe. Donc, la question qui se pose, c'est de voir quelles sont les données scientifiques dont ils ont besoin pour pouvoir justement examiner ces investissements. Par ailleurs, au sein de notre propre communauté, au sein de la Croix-Rouge, nous visons une alerte précoce, mais aussi une action précoce.
Donc, qu'il s'agisse de l'anticipation quelques heures avant un événement ou sur le plus long terme. Et cela nous ramène à ce qui a été dit précédemment pour ce qui est des risques auxquels font face les communautés. Vous voyez ici les prévisions de pluviosité, de pluviométrie saisonnière et certaines des opérations que nous avons menées dans les mois qui ont suivi. C'est ce qui est important. On a déjà beaucoup parlé des incertitudes. Ici, il ne s'agit pas de prévision de problèmes humanitaires, mais bien de prévision probabilistique des écarts potentiels dans la pluviométrie saisonnière. Et cela m'amène au point suivant. Il est essentiel d'établir un lien entre la science et les décisions. Dans un grand nombre de cas, nous sommes encore en mode axé sur l'offre. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas nécessairement à étayer au mieux les décisions. Et ces discussions, en fait, cherchent davantage à caractériser les incertitudes plutôt qu'à apporter plus d'informations. On se centre davantage sur les seuils plutôt que sur toute la gamme d'informations. Et à certains égards, il s'agit vraiment de communiquer en toute franchise sur des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtrait pas. Votre exemple, Virginie, sur ce risque de maladaptation, du fait d'avoir trop confiance dans une solution, ça m'a beaucoup intéressé et on voit la même chose à certains endroits où effectivement, même si on sait que c'est dangereux de planifier comme si c'était là l'avenir assuré, eh bien on se cramponne à un modèle spécifique. Et pour la communauté humanitaire, il y a vraiment un problème d'incitation. Si l'information n'est pas certaine, c'est presque impossible d'agir avant une catastrophe. Alors, nous essayons de mettre en place un financement basé sur les prévisions où on agit sur la base d'informations scientifiques avant une catastrophe, sur la base d'informations dynamiques scientifiques. Et on essaye d'avoir des méthodes scientifiques très solides. Il y aura plusieurs discussions cette semaine sur cette question pour essayer de répondre à la question des seuils et quels sont les différents éléments de données scientifiques sur une échelle temporelle donnée, comment est-ce qu'on peut réunir les différents éléments. Et ensuite, la communication est essentielle. Voilà un communiqué de presse de mon organisation. En bas, là, vous voyez un lien tout à fait intéressant avec Climate Central. Ça, c'était une analyse réalisée en temps réel dans le cadre de la canicule qui a eu lieu surtout la semaine dernière et qui subsiste dans certaines régions d'Europe. On a Oxford, Melbourne, on a un institut aux Pays-Bas et différents autres partenaires qui nous communiquent des données ainsi que leurs perspectives locales. Alors là, j'ai un petit problème avec l'écran, mais j'espère que vous avez vu le lien, sinon vous pourrez le retrouver par la suite. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on essaye effectivement de procéder à l'attribution de cette canicule en temps réel. Donc, on l'a prévu tout au long de son déroulement, cette canicule, et puis sur 3 ou 4 jours. Et puis, on a donc comparé cela aux observations de ces 100 dernières années et à un modèle avec environnement avec ou sans gaz à effet de serre. Et là, vous voyez un communiqué de presse à l'intention de la communauté humanitaire qui présente un problème auquel nos bénévoles font face. Alors, on aurait pu, s'il n'y avait pas cet appétit pour ce type d'information, le publier un an plus tard dans un journal scientifique. Alors voilà aussi une météorologue au bulletin lors des informations qui effectivement présentent les évolutions météorologiques. Et ça permet effectivement de réagir de façon plus rapide, de faire face aux défis de communication avec d'une part le style très rigoureux du GIEC, mais également communiquer de façon à ce que ici notre collègue, par exemple Till Peters, puisse faire son travail. Alors voilà des petits dessins qui nous permettent de dialoguer dans le Pacifique avec les communautés locales et cela sur la base des informations que vous nous communiquez, eh bien nous pouvons communiquer ici en Namibie, puis à la Maison-Blanche ici aussi. Donc voilà d'autres exemples et je serai ravie d'en discuter plus avant avec vous au cours de la semaine. Merci. Bien, vu l'heure, je pense
qu'on ne pourra pas avoir de grandes discussions en format table ronde. Mais comme le déjeuner arrive, eh bien, saisissez l'occasion pour parler à nos orateurs. Avant que nous nous quittions, par contre, j'aimerais souligner deux choses qui ont été bien soulignées, notamment les prévisions ou les alertes et actions fréquentes, le cadre mondial sur les surfaces climatiques. Notre Conseil de recherche internationale a également un programme qui s'appelle Recherche intégrée et risques et catastrophes. Il y a notamment l'interprétation des risques. Il est important, je crois tous, d'étudier comment nous interprétons les risques pour transformer cela en action. Et il est donc important d'interpréter les certitudes et les incertitudes. Je vois que Jean-François va me sauter dessus pour faire une petite annonce dans 1 minute. Donc, s'il vous plaît, ne quittez pas tout de suite. J'aimerais remercier tous les orateurs de cette séance tout à fait extraordinaire. Merci. Et donc, je demanderai à Jean-François, s'il vous plaît, de nous faire sa petite annonce. Je remercie notre président, merci Gordon. Oui, donc une petite note logistique. Il y a maintenant donc la pause repas pendant laquelle il y a une séance de communication affichée jusqu'à la reprise. C'est ici au rez-de-chaussée à l'UNESCO, puis à 14h30, après le déjeuner à 14h30, redémarrage des séances ici à l'UNESCO en salle 1, 2, 4, 11 et encore une autre salle au sous-sol. La salle 11 étant au sous-sol. Il y aura également une pause café de 30 minutes qui terminera à 16h, puis des séances parallèles des stands ici à l'UNESCO et à l'université Pierre et Marie Curie. Pour vous rendre là-bas, il suffit de prendre le métro aux stations Suffren, dit l'orateur, mais c'est la ligne Ségur. L'arrêt Ségur sur la ligne 10. C'est assez rapide de s'y rendre, une vingtaine de minutes, mais n'oubliez pas qu'il vous faudra aussi vous mettre en place. En tout cas, pour le redémarrage à 14h30, merci de prévoir 5 minutes pour la mise en place pour démarrer à 14h30. Très bon appétit à tous. One more announcement. Autre chose. Oui, simplement pour bien spécifier que le métro, c'est le métro Ségur et non pas Suffren. Donc, station de métro Ségur, merci. Then we have the session 1103 on climate variability and external forcing. La session 1103 sur la vulnérabilité au changement climatique se déroulera dans la salle